En prenant encore plus de hauteur, justement, on parle d'armée de l'air et de l'espace. Donc est-ce que l'espace est un domaine de prospective pour l'école de l'air? Alors c'est un domaine de prospective, effectivement. Alors là aussi, l'armée de l'air à l'époque avait déjà un rôle dans le spatial, alors que c'était une fonction interarmée, toujours une fonction interarmée d'ailleurs, mais voilà, qui était maintenant plus précisément confiée à l'armée de l'air et de l'espace. Mais l'armée de l'air avait déjà des senseurs qui scrutaient les orbites pour faire, pour essayer de voir ce qui s'y passe, parce que c'est quand même c'est un sujet qui n'est pas simple d'être capable de détecter des actions en orbite. Et puis l'armée de l'air mettait en œuvre voilà, un certain nombre de satellites avec des grands partenaires comme le CNES par exemple, mais voilà, elle s'occupait de grands satellites d'observation de la Terre à des fins de renseignement militaire par exemple. Donc l'armée de l'air ne partait pas de rien sur ces sujets, et il y avait déjà des officiers qui étaient formés spécifiquement sur ma prédécesseur par exemple, la générale Arbiol, voilà, avait fait une partie de sa carrière dans ce domaine-là. Donc voilà, il y avait quand même, on va dire, un terreau. Voilà. Le fait maintenant d'être particulièrement dans ce domaine, d'avoir un commandement de l'espace qui est maintenant un des grands commandements de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien effectivement nous oblige à ce que tous les officiers qui sortent de l'école, on ne sait pas où les amènera leurs futures affectations, donc on doit leur donner un vernis minimal sur ces sujets. Alors ça va être, on va quand même se concentrer sur les orbites, enfin sur l'orbite terrestre, au moins pour ce qui est de la mécanique, des grands phénomènes de mécanique spatiale, parce que c'est pas simple, on quitte les domaines d'aérodynamique, voilà, et on doit pouvoir donner, y compris à nos élèves officiers qui n'ont pas forcément un cursus scientifique, des grandes notions sur ce qu'est cette mécanique spatiale. Et après, il y a tout un pan purement militaire sur les opérations, mais aussi sur le droit militaire spatial, qui est important, que tous nos élèves peuvent acquérir. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc ça va être des connaissances au sein de l'école. Ça va être là aussi la participation à des séminaires. On a avec je parlais d'approche par projet, mais par exemple on a des sujets de jeux sérieux, donc ce qu'on appelle le wargaming, hein, où on va les mettre dans des situations de chefs militaires qui vont avoir à répondre à des incidents spatiaux. Donc là, voilà, c'est assez intéressant de voir comment ils font ça. Et puis des sujets plus prospectifs qui concernent l'avenir de l'école, mais nous investissons aujourd'hui dans des simulateurs spatiaux de façon à pouvoir profiter soit de satellites qui sont déjà en orbite, que justement, on parlait des grands centres universitaires, on a des centres universitaires qui exploitent déjà des satellites, donc comment on peut monter à bord quelque part, et puis ou alors et puis après simuler, avoir des jumeaux numériques et simuler depuis la Terre des comportements de satellites. C'est assez particulier parce que un satellite, c'est pas comme un avion, il va jamais se poser. Donc il faut continuer à pouvoir lui donner des ordres, suivre son activité 24 heures sur 24. Vous voyez, c'est une mécanique de conduite d'opération qui peut être assez différente de celle d'un cycle d'avion de combat. Il y a d'autres domaines sur lesquels, deux autres domaines
qui sont importants. Le domaine des drones, où on voit là le foisonnement extraordinaire des drones dans les conflits actuels, et où là, des officiers qui ont à gérer la troisième dimension et la puissance aéronautique doivent absolument savoir de quoi on parle quand on parle de drones. Il y a tout un bestiaire entre les drones, des drones énormes, des drones beaucoup plus petits, qui ne vont pas avoir les mêmes rôles, dont la lutte va être assez différente. Voilà. Donc si on veut maîtriser un espace aérien, il faut absolument savoir, et puis tirer avantage de ce que ces drones peuvent amener dans le domaine offensif, il faut absolument être capable d'avoir un enseignement là-dessus. Et un peu connexe aux drones, connexe parce que c'est une tranche d'altitude où l'être humain va pas beaucoup et où il peut y avoir une permanence, c'est ce domaine de la très haute altitude. Donc on est au-dessus des domaines aérodynamiques classiques, mais on est sous les orbites. On n'a pas de logique orbitale, et là vous allez trouver des objets, des ballons, des drones assez particuliers, qui nécessitent là aussi un pan de l'aérodynamique qui est pas tout à fait commun. En particulier, vous allez avoir des drones avec des allongements énormes et des phénomènes vibratoires que vous ne rencontrez pas ailleurs. Et là, il va falloir que là aussi que nos élèves officiers soient capables de savoir ce qui s'y passe, de savoir se protéger, mais aussi là, éventuellement de savoir en tirer parti. Vous êtes un acteur du territoire. Alors tout à l'heure, on a évoqué les universités, et puis il y a les centres de recherche qui sont liés et sur la base, le CREA, l'ONERA, sauf erreur. Hein. Mais comment se fait aujourd'hui que se font les relations avec les autres acteurs du territoire? Je pense à l'industrie, par exemple. Est-ce que vous développez spécifiquement des relations privilégiées? Oui, absolument. Alors, effectivement, l'école veut s'ancrer dans son territoire, au sens régional du terme. D'une part, parce que la région sud, c'est quand même une grande région militaire. Je crois que c'est un tiers de tous les effectifs militaires. Si on parle spécifiquement de l'armée de l'air et de l'espace, vous avez 3 bases, en comptant Salon, 3 bases majeures, hein, les 2 autres étant Istres, qui est un pôle logistique et de déploiement des armées qui est extrêmement important, mais qui a aussi un rôle fondamental à jouer dans la dissuasion nucléaire. Donc là, on a vraiment un objet majeur. Je ne parle pas en plus de tout ce qui est essai en vol. Et puis vous avez la base d'Orange, donc vous savez qu'elle est en train d'accueillir un certain nombre d'appareils de type Rafale, donc là qui est vraiment en train de devenir là aussi un pôle opérationnel extrêmement important. Donc on a la chance, nous, d'être partie de cet écosystème, et donc il faut en profiter. Donc pour en profiter, on a plusieurs, sans rentrer dans tous les partenariats qu'on peut nouer, mais on a des partenariats avec le pôle, dans les années, je crois que ça remonte aux années 90-2000, il y a eu un certain nombre de créations de pôles de compétitivité dans les territoires. Et nous avons un pôle de compétitivité ici en matière d'aéronautique et de spatial. Donc nous avons un partenariat fort avec ce pôle aéronautique qui est implanté sur la base d'Istres, enfin dont le centre de gravité, on va dire, est sur Istres, mais qui rayonne en fait sur tout le territoire et qui va de l'aéronautique civile, je dirais, l'aviation décarbonée, ce genre de choses, jusqu'à l'aviation militaire ou le spatial militaire le plus dur. Et donc on est membre on est des partenaires, on veut être des partenaires sur notre segment de ce pôle, pour pouvoir dire que les relations se passent quand même au mieux. On parle bien du pôle SAFE. Absolument, oui, tout à fait, je l'ai pas nommé, mais c'est exactement le pôle SAFE, pardon. Vous voyez, c'est tellement naturel qu'on n'en parle plus. Voilà, donc là, on a vraiment un partenariat fort. Un autre axe de développement, dont j'ai beaucoup parlé dans l'entretien, c'est le pôle de partenariat dans le domaine du cyber, puisque ça fait partie des grands axes le numérique. Nos élèves doivent être là aussi parfaitement à l'aise avec à la fois les technologies numériques, mais aussi ce champ de confrontation qu'aujourd'hui est l'espace cyber. Et donc nous avons des formations pour nos élèves évidemment, mais nous sommes membres de ce qu'on appelle CyberSud, c'est-à-dire la déclinaison régionale d'un pôle cyber au niveau national. Et donc nous offrons là aussi des formations, des événements particuliers. On a accueilli en particulier la semaine dernière un événement particulier, enfin un événement spécifique qui s'appelait CyberSud sur
par exemple la primo intervention, qu'est-ce qu'on fait quand on est membre soit un particulier d'ailleurs, soit une ETI ou une entreprise plus grande et qu'on a à faire un incident cyber, ça peut plonger, ça peut interrompre votre activité de manière très sévère. 2, ça peut vous plonger en tant que dirigeant opérationnel dans un grand désarroi quand vous n'avez plus rien qui fonctionne au niveau informatique. Donc comment vous faites? Voilà. Donc là on a essayé de donner un certain nombre d'outils aux intervenants qui sont venus nous voir, et aux participants qui sont venus nous voir. Voilà, donc voilà un exemple de grands partenariats qu'on peut avoir. Nous avons également des partenariats je qualifierais plus bilatéraux, soit avec des petites et moyennes entreprises qui auraient envie de s'implanter dans le milieu de la défense et qui gravitent autour des Bouches-du-Rhône. Voilà. En particulier, on développe un projet d'accueil d'entreprise avec les réserves foncières dont on peut bénéficier sur la base. Et puis, nous avons également des partenaires avec des entreprises plus grosses du secteur, typiquement Airbus à Marignane, mais aussi Thales Alenia Space, qui sont celles auxquelles je pense, mais on en a d'autres également. Voilà. Parfait. Peut-être en conclusion générale, souhaiteriez-vous évoquer l'évolution du statut de l'école? Oui, c'est une évolution qui est extrêmement importante. En 2000, alors les travaux datent bien du milieu, on va dire, des années 2010, mais la concrétisation, c'était 2018. 2018. L'école est passée sur un statut d'établissement public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le modèle typiquement de Polytechnique ou de Supaéro que j'évoquais précédemment. C'est également le domaine de l'école navale, la faction fonctionnelle de l'école navale, qui a précédé l'école de l'air d'à peu près 2 ans dans ce nouveau statut. Ça permet donc un établissement public à vocation de grande école comme l'est l'école de l'air et de l'espace. Ça vous donne une mission de service public, donc typiquement celle de l'école, c'est bien de former des officiers, mais ça vous permet de profiter pleinement de votre statut en termes d'autonomie d'enseignement, d'autonomie administrative et d'autonomie financière. C'est-à-dire que je peux recruter des enseignants-chercheurs et des chercheurs un peu comme j'en ai envie. Je peux développer ma recherche et mes diplômes d'une manière un peu plus autonome que ne le permettait avant le statut militaire de l'école. Ça n'empêchait pas, l'école a déjà a été accréditée pour son diplôme de master déjà avant son statut d'établissement public, mais le fait d'établissement public vraiment facilite beaucoup les choses et la manière dont on pouvait ajuster les exigences d'un organisme de certification, comme la commission des titres d'ingénieur par exemple. Et c'est vrai aussi dans le domaine, même chose dans le domaine de la recherche, avec l'HCERS, qui est le partenaire qui nous donne l'autorisation, qui est le centre d'accréditation qui nous donne l'accréditation pour faire de la recherche au sein du CREA, mais là aussi, avec laquelle c'est plus facile de discuter quand on a ce nouveau statut. Et puis ce qui est très important, c'est le statut d'autonomie financière, c'est-à-dire que l'école peut investir dans son enseignement et sa recherche d'une manière, et soutenir cet enseignement et sa recherche d'une manière beaucoup plus autonome que ne le permettent les soutiens classiques du ministère des Armées, qui nous servent à bien des égards, mais ne sont pas spécialisés du tout dans ce type de soutien, et donc peuvent peiner parfois à répondre. Par exemple, si mes équipes de chercheurs veulent rapidement acquérir un matériel pour répondre à un appel d'offres dans un domaine de compétition internationale ou à la recherche, ils ne vont pas pouvoir le faire de manière aussi rapide que le permettent le nouveau statut de l'école, si on était resté sous l'ancien statut. Voilà, donc voilà cette capacité à pouvoir profiter de capacités d'investissement et de capacités en ressources humaines beaucoup plus intéressantes que ne l'était l'école de l'air dans son ancien. Et puisque vous évoquiez le monde changeant dans lequel nous vivons, cette agilité dans le monde actuel, j'estime qu'elle est vraiment un atout pour l'école et pour l'enseignement. Ça n'empêche pas de continuer à la mission régalienne, et donc cette mission régalienne qui est de former des officiers. Ce sont 2 choses qui sont vraiment, qui se nourrissent l'une à l'autre, mais qui ne sont pas du tout antagonistes. Voilà. Général Pierre Réal, je vous remercie de ces échanges.
ponctué par les passages de la patrouille de France et de l'équipe acrobatique. Merci pour tout. Merci de votre intérêt et donc pour vos futurs, enfin pour les gens qui regarderont ces entretiens, voilà, leur dire qu'ils peuvent, par exemple, ceux qui peuvent participer par leur taxe d'apprentissage, par exemple, à l'autonomie financière dont je parlais. Voilà. Donc si le domaine aéronautique, de formation aéronautique de nos officiers vous intéresse, n'hésitez pas à participer à l'effort financier. Merci. Donc pour plus de flexibilité, ils ont cette liberté-là. Exactement. Voilà. Merci Général. Merci à vous.